Salut les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 26 novembre 2020, il est 18h10. Et dans 50 minutes, je m'en vais au restaurant fêter l'anniversaire d'une amie, mais c'est un secret. Bien, je vous rejoins après deux petites journées de recul qui m'ont fait le plus grand bien. Et j'ai envie de vous dire, zen. Zen. Non, c'est pas, si. Parce que tout est déformé aujourd'hui. Hein. L'autre jour, j'ai fait ça. On m'a dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire ce geste et tout. Je peux plus rien faire. Je veux dire, c'est une horreur. Et oui, mais ça, c'est la problématique. Et je pense que l'état profond, entre autres, la franc-maçonnerie, tous ces gens-là, ont réussi à nous tordre l'esprit, je dirais. C'est dramatique. Alors, bah oui, évidemment, je vais vous parler de Rémi Daillet. Évidemment, vous imaginez bien, c'est le sujet du moment. Et puis je vous dirais que j'espère que ça sera le sujet de l'avenir. Alors, j'ai vu une vidéo que j'ai adorée, notre amie Karine Keopicat, qui je pense a très très bien résumé ce que l'on pense tous finalement. C'est que Monsieur Rémi Daillet, il nous a invités à sa soirée d'anniversaire. Voilà, il a invité tout le monde. Et puis il y a des gens qui veulent pas venir. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave s'ils veulent pas venir. Non. Mais c'est pas parce qu'ils veulent pas venir qu'il faut absolument essayer de dire que la soirée va mal se passer, que, que le gâteau sera pas bon, vous voyez, que la table des alcools ne sera pas bien remplie, voilà. Donc que vous ne soyez pas d'accord, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Euh, j'ai régulièrement des commentaires qui sont totalement opposés à ça. Je les laisse, je les vire pas. Moi, vous savez, tant qu'il n'y a pas d'insulte, j'ai toujours dit, hein, tant qu'il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc, alors, comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, Rémi en a parlé euh, quand il a dit que coup d'État, c'était pas le titre. Coup d'État, c'était après, il l'avait marqué. J'en ai discuté avec lui. Je pense qu'effectivement, si c'était le bon moyen, c'est clair, pour éveiller les consciences, réveiller les dormeurs, c'était un bon moyen. Maintenant, il fallait faire, et il l'a fait, et il l'a fait. Il vous a bien dit qu'un coup d'État, c'est un coup d'État militaire, comme on a pu en voir en Afrique, avec derrière la France-Afrique, hein, faut pas rêver, hein, parce que bah oui, parce que nous, citoyens, on n'a pas le droit de faire de coup d'État en France. Par contre, le gouvernement français ne s'est jamais privé de mener des opérations de coup d'État en Afrique. Ah oui, il faut le savoir. Donc, bah, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit, nous, alors qu'eux se donnent le droit, effectivement, de mener des coups d'État, d'assassiner des gens qui étaient légitimement élus par le peuple d'Afrique, pour imposer des hommes de paille, soyons clairs. Donc déjà, je pense que c'était important de dire ça et de rappeler un petit peu ça, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, même si vous le savez quelque part, vous avez tendance à l'oublier, à mettre ça un petit peu sous le chapeau en disant ouais, oui, mais c'est pas pareil, c'est un gouvernement contre un autre gouvernement. Non, c'est un gouvernement contre un peuple. Oui, c'est un gouvernement contre des peuples. Donc, est-ce qu'ils ont plus de légitimité ou pas? Non, je ne pense pas. Je ne reviendrai pas sur les polémiques parce que ça ne m'intéresse pas. Donc soyons clairs. Voilà. Fin du jeu, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis jamais venu là pour ça et je ne serai jamais là pour ça. Je n'ai rien à foutre. Chacun a ses idées. Alors, moi, vous savez, à partir du moment où on me respecte, je respecte les gens. Je respecte les gens respectables. Voilà. Donc après, est-ce que je vais faire un flanc sur Pierre-Paul Jacques? Non, non. Notre destinée, notre avenir est beaucoup plus important que ça. Enfin, je pense que vous en conviendrez.
Voilà, donc après, ben, vous avez vu ce qui se passe un peu aux États-Unis. Moi, je vous dis très clairement, même si je suis un souverainiste, c'est-à-dire que pour moi, l'ingérence d'un pays étranger, Rémi en a parlé d'ailleurs, hein, il a dit qu'il était hors de question qu'il y ait la moindre ingérence d'un pays, quel qu'il soit, hein, la Russie ou les États-Unis ou la Chine, sur la politique française. C'est tout à fait clair et je suis complètement en accord avec lui. C'est hors de question. Par contre, on ne peut pas s'empêcher de penser, pour ceux qui sont des observateurs politiques, que quelque part, l'évolution de la politique américaine aura forcément une incidence chez nous. Pourquoi? Vous l'avez vu, donc les forces américaines ont récupéré les données dans le superordinateur qui se trouvait en Allemagne et en Espagne et qui ont servi à trafiquer les votes au profit de Biden, c'est-à-dire que les votes de Donald Trump étaient directement par l'ordinateur modifiés en vote pour Biden. Ça, c'est la première étape. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. C'est vraiment la première étape. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que nombre de gouvernements se sont servis de ce programme informatique pour être élus. Oui, le petit Macron en fait partie, je vous signale quand même. Hein. Ah oui, les votes électroniques, au moins de l'étranger et autres, sont passés aussi par cet ordinateur-là. Donc, depuis le début d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu au courant, on a toujours su que Macron n'a jamais été élu, ni au premier tour et encore moins au deuxième tour. Voilà. Donc, ben, il y a un certain nombre aujourd'hui de pays qui ont des dirigeants, comme le Canada entre autres, qui sont totalement illégitimes, qui sont des tricheurs, au même titre que Biden a voulu tricher. Alors, je vais faire une réponse à quelqu'un qui m'a interpellé il y a quelques jours de ça, en me disant, mais alors si l'équipe de Trump savait qu'effectivement cet ordinateur était en capacité de modifier les votes, pourquoi ils ne sont pas intervenus avant le vote? Ma réponse a été très très simple. Il y a deux façons de faire un flag, comme on dit chez les flics. C'est soit tu l'attrapes avant qu'il casse la porte de la bijouterie, soit tu l'attrapes quand il sort de la bijouterie avec les diamants. Tu vois? Voilà. Mais la grande différence, si vous voyez, c'est que si dans la deuxième solution, tu vas obtenir une vraie condamnation. Dans la première, tu auras une présomption de volonté de... au maximum, il aura du sursis. L'objectif aujourd'hui et pour demain n'est pas d'obtenir du sursis, ni pour Madame Hillary Clinton, ni pour Biden, ni pour Obama, ni pour Bush Junior. Non, c'est clair. Et puis il y a tous les acolytes autour, bien évidemment. Donc comprenez bien qu'effectivement, ils ont très très bien opéré. C'est assez fou parce que je lisais l'Observateur qui continue à déclarer que c'est Biden qui a gagné. Alors là, ils ont nuancé le dossier, le propos, en disant que Trump avait accepté la transition de Biden. Trump, il n'a rien accepté du tout. Trump, il sait qu'il a, il a tous les éléments en main. Il a des milliers de témoignages. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de négocier. Mais c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Mais on vit dans un monde de folie complète. On est capable d'enfermer chez eux quasiment 5 milliards d'individus, pour des raisons à la con. On est capable de faire porter des masques à des milliards de gens sur la Terre pour des raisons à la con, alors que certains pays nous ont prouvé que sans masque, eh bien, ça se passait très très bien. On est capable d'expliquer que le Remdesivir, que l'Union européenne vient d'en commander quand même pour 1 milliard d'euros. C'est votre pognon, c'est notre pognon quand même. Hein. Et que 2 jours après la commande, eh bien, les plus hautes instances de la pharmacopée déclarent que le Remdesivir est totalement inutile et qu'en plus il a des effets secondaires. Donc là, il va bien falloir à un moment, si vous voulez, que ces gouvernants, quelque part, rendent des comptes. Ah oui,
Parce que si je viens de prendre dans votre poche du pognon pour acheter un truc qui ne vous servira jamais, vous êtes à un moment, et même qui sera néfaste pour vous, ben vous allez me demander des comptes. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, les vraies problématiques, elles sont là, aujourd'hui. Alors, moi, je me suis déclaré effectivement comme suivant Monsieur Rémi Daillet. Mais je le répète, parce qu'il faut bien vous mettre ça dans la tête, Éric Pérou n'a pas de gourou. Il ne veut pas être un gourou, je ne l'ai jamais souhaité, au contraire. Et je ne veux pas de gourou. Voilà. Je ne fais allégeance à personne. Si un homme comme Rémi Daillet arrive au bon moment et est capable de créer une étincelle d'espoir dans un mouvement qui me semble de toute façon incontournable, parce que si vous voyez bien les lois qui sont en train d'être votées par les gens de LREM, avec une assemblée, et là il va falloir quand même que les députés et les sénateurs répondent quand même de leurs absences, parce que c'est simplement lamentable. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire. Ils sont en train de démanteler la France. Un sujet dont on parle quasiment pas d'ailleurs. Je l'ai abordé un petit peu, je crois, ces derniers jours, et on n'en parle quasiment pas. L'Office national des forêts, vous connaissez l'ONF? L'ONF, c'est un organisme d'État, si tant est qu'on puisse croire encore en l'État, puisqu'on sait que ce sont que des entreprises privées, quand même, hein, avec des codes sirènes, etc. Alors, je ne sais pas où ils en sont, mais ils parlaient du démantèlement, effectivement, de cet organisme qui est là, et qui a toujours été là, pour protéger, justement, la pérennité de la forêt française. Et là, j'apprends, je le savais un peu, j'avais déjà quelques renseignements, mais et je vous en ai parlé d'ailleurs il y a quelques mois de ça, sur le fait qu'il y a de plus en plus de très très gros domaines forestiers qui sont en train de se vendre. C'est des milliers d'hectares de forêt, attention, hein, c'est hors de portée de mes moyens, mais très très largement. Et ça se vend en 24 heures. Et finalement, ça se vend à qui? Apparemment à des entreprises chinoises qui, a priori, d'après mes renseignements, et si vous en savez plus que moi, ça m'arrangerait, dans les Pyrénées, sont en train de faire et ont entamé des coupes rases dans tous les Pyrénées. Et ça, c'est interdit. C'est interdit. La forêt française appartient au peuple de France, et absolument pas au gouvernement, quel qu'il soit. On nous parle de pollution, on nous parle de CO2, etc. Qui est-ce qui consomme du CO2? La forêt. Qui est-ce qui, en consommant du CO2, nous rend de l'oxygène pour nous permettre de respirer? La forêt. Qui est-ce qui régule les températures au sol? La forêt. Si demain la forêt est rasée à blanc, ce qu'on appelle rasée à blanc, c'est fini, c'est mort. On va se retrouver avec des terrains qui vont être laminés par les pluies et par les neiges, c'est-à-dire que les couches arables vont descendre dans les vallées, et c'est-à-dire que, eh bien, sur ces montagnes ne poussera plus rien, parce que la terre végétale aura disparu. Voilà, donc je vous appelle à ça, parce qu'on n'en parle quasiment pas, et pourtant c'est très très grave. Vous savez, on vous parle, quoi qu'en disent certains et certaines, ça m'énerve un peu, parce que soi-disant on ne parle jamais assez de la pédocriminalité, on ne parle jamais assez de l'enlèvement des enfants par les ASE, on ne parle jamais assez on ne peut pas en parler à chaque fois. D'accord? Je pense qu'on a suffisamment de vidéos. Bon, c'est vrai que moi, ils m'ont striké 666 vidéos. Pas mal. Oui, c'est vrai en plus. On ne peut pas en parler à chaque fois. Mais c'est un sujet très important. Je dirais même qu'à l'heure actuelle, pour moi, dans mon cœur, c'est le premier sujet. C'est-à-dire la défense des enfants. Parce que c'est la défense de notre avenir. S'ils tuent nos enfants, s'ils violent nos enfants, s'ils enferment nos enfants, s'ils asphyxient nos enfants, et si avec leur vaccin de merde, ils les mettent en grand handicap, c'est l'avenir de notre vie, de notre vie, oui, et de notre société France qui est complètement bouleversée. Donc ça, bien sûr, il faut en parler. Mais il y a aussi, vous voyez, des sujets qui paraissent anodins quand même. Enfin, quand on s'y intéresse, c'est pas anodin.
Mais le fait de voir disparaître les forêts de France, c'est dramatique. C'est dramatique. Et je ne le mettrai pas sur un même niveau, mais presque. Peut-être que je vais en choquer certains. Mais c'est notre avenir. Nos enfants, c'est notre avenir. Notre forêt, c'est notre avenir. Voilà. Et on n'en parle pas assez. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de ça ce soir. Ça fait partie de ces nombreux dossiers dont on vous parle. Euh, Ce soir, je ne vais pas vous reparler du confinement, du masque, etc. Je l'ai un peu abordé. Mais bon, ça va, je pense que maintenant, il y a ceux qui ont compris et ceux qui comprendront jamais. Bon, tant pis pour eux, je dirais. Mais vous savez, dans la nature, il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. Eh bien, il faut bien comprendre que même au niveau humain, de toute façon, la sélection naturelle existe aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent en danger et ben, qui subissent finalement les conséquences de leurs choix. Et chacun est libre de ses choix, mais à condition qu'il assume complètement ses choix. En toute chose d'ailleurs. Voilà, je ne vous dirai pas plus ce soir. Je reviendrai là. Il faut que je me prépare un petit peu hein, pour un anniversaire, c'est important. Important de vivre. Dernier petit mot, ce que je ne fais jamais, c'est un petit mot sur la Bulgarie. Monsieur Borisov, par la voix de son ministre de la Santé, vient de s'allier, de se rallier aux décisions de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'après, à partir de vendredi minuit, je crois, tout ce qui n'est pas commerce essentiel, c'est-à-dire commerce de bouffe, bureau de tabac bien évidemment, pharmacie, eh bien, seront fermés jusqu'au 21 décembre. C'est-à-dire que ce petit beau pays dans lequel je vis depuis maintenant bientôt 2 ans, qui est le pays le plus pauvre de l'Union européenne, eh bien, va se rendre encore plus pauvre. Et c'est dommage parce que j'ai beaucoup d'estime pour M. Borisov, parce que je pense que c'est un vrai nationaliste. Et là, je ne comprends pas. Voilà. Donc si vous le connaissez, passez-lui le message. Dites-lui, là, franchement, Boyko, tu merdes. Boyko, tu merdes. Pour gagner quoi? Une petite enveloppe de 100 et quelques patates, 100 et quelques briques, qui vont même pas dans ta fouille, qui vont dans la fouille du gouvernement. Mais combien tu vas perdre en suivant cette Union européenne qui en plus est mortifère. Elle est mortifère. Voilà, c'est une des rares fois que je vous parlerai de la politique bulgare parce que j'ai toujours dit que je ne me donnais pas ce droit-là. Mais quand je les vois suivre le chemin, bon, de façon plus relaxe ici, hein, soyons clairs, bon, à part dans les très grandes villes évidemment. Mais nous, c'est vrai qu'à la campagne, on est nettement moins touché, mais apparemment en France, vous aussi dans les campagnes, dans certains secteurs, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, et puis ben, on continue le combat. Il faut y croire. Comme je dis, vous savez, pour moi, aujourd'hui, nous sommes tous en effervescence. Nous sommes tous comme des gros bâtons de dynamite prêts à exploser, parce que nous avons de quoi vouloir exploser. Et puis il y a M. Rémi Daillet, vous savez ce qu'il c'est, M. Rémi Daillet? Ben, c'est l'allumette. C'est l'allumette qui tout d'un coup nous donne la chaleur, qui nous donne la lumière, et peut-être qui va nous permettre d'avoir le courage d'aller devant et d'aller se battre pour nos libertés et pour nos enfants. Ciao, ciao.